Sebastián Becachese a 45 ans et cet entraîneur argentin est arrivé dans ce mondial avec un rêve brûlant en lui: inscrire le nom de l'Équateur dans le plus grand chapitre de l'histoire du football sud-américain. Juste après minuit, mardi, après l'élimination de son équipe face au Mexique à l'Estadio Azteca, il a fait quelque chose que personne dans ce vestiaire équatorien ne s'attendait à entendre de sa part. Pas d'excuses, pas de plainte, pas un seul mot pour rejeter la faute, alors même que son groupe venait de survivre à l'une des nuits les plus brutales et les plus privées de sommeil qu'une équipe ait traversées dans ce tournoi. Ce que Becachese a déclaré devant les caméras et la manière dont il s'est ensuite comporté avec ses joueurs déclenchent aujourd'hui une vague de réactions chez les supporters américains comme chez les supporters mexicains, une réaction que personne n'avait vue venir. Restez avec nous, parce que la façon dont cette histoire s'est déroulée en dit long sur la collision entre football, politique et fierté nationale dans ce mondial. Avant d'entrer dans ce qui est arrivé à l'Équateur, il y a un autre épisode qui a enflammé les réseaux sociaux cette même nuit, car pendant que le public de l'Azteca célébrait la victoire du Mexique, une toute autre confrontation éclatait en direct, sans aucun rapport avec le score final. Un commentateur a tenté de défendre, comme si c'était la chose la plus normale du monde, le chaos qu'un groupe de supporters mexicains avait organisé devant l'hôtel où la délégation équatorienne essayait de dormir la veille du match. Il a appelé cela une tradition. Il a dit que c'était tout ainsi que les choses se passaient dans la région de la CONCACAF. C'est à ce moment-là que sa coprésentatrice, la journaliste Marlene Stout, l'a interrompu en direct devant les caméras. Elle lui a dit clairement que ce n'était pas cela, le Mexique, que traiter ainsi un adversaire venu de l'étranger ne représentait pas les supporters mexicains, et que le pays avait gagné le respect international grâce à la qualité de son accueil envers ceux qui viennent le visiter. Son intervention est devenue virale instantanément, et elle a lancé un débat qui continue sur la limite réelle à imposer à ces coups de pression nocturne contre les équipes visiteuses. Et puisqu'il est question de sujets qui alimentent les débats, une autre histoire traverse ce tournoi et les supporters de le continent ne cessent d'en parler. La manière dont la FIFA continue d'administrer ce mondial comme si elle était d'abord une opération commerciale déguisée en célébration mondiale du football. Depuis la cérémonie du tirage au sort organisée à Washington en décembre dernier, le président de la FIFA, Gianni Infantino, est critiqué pour avoir remis le tout premier prix de la paix de la FIFA au président Trump, une décision qui, selon des organisations de défense des droits humains, a enfreint à 4 reprises les règles de neutralité de l'institution. Un organisme de surveillance appelé Fair Square a déposé une plainte éthique formelle sur ce sujet, affirmant qu'Infantino n'a pas à transformer l'instance du football en fan-club personnel pour le chef d'État, en exercice de n'importe quel pays. Des informations venues des bureaux de la FIFA décrivent un embarras croissant parmi le personnel, un haut responsable admettant en privé que l'organisation de ce mondial sur le sol américain allait toujours être, selon ses mots, extrêmement sensible. Certains ont même comparé ce spectacle à la façon dont des régimes autoritaires ont autrefois utilisé de grands événements sportifs comme pur théâtre politique, et cette comparaison gênante suit le tournoi depuis le tirage inaugural jusqu'aux éliminatoires que nous voyons se dérouler en ce moment. C'est dans ce contexte, avec un football et une politique plus entremêlés que jamais, que prend place l'histoire que nous racontons aujourd'hui. Entrons donc dans ce qui compte vraiment, ce que la sélection équatorienne a vécu dans les heures qui ont précédé son match contre le Mexique, et la réaction de son sélectionneur lorsque le rêve s'est terminé. Passé minuit, des dizaines de personnes, puis, selon des estimations, près d'1 millier de supporters mexicains se sont rassemblés devant l'hôtel Westin, dans le quartier de Santa Fe à Mexico, pour organiser une veillée bruyante. Klaxons, mégaphones, casseroles, poêles, batterie complète, musique à plein volume et même feu d'artifice, tandis que résonnèrent des chants qui revenaient en clair à dire que l'Équateur ne dormirait pas cette nuit-là. Cette pratique, connue dans le football latino-américain sous le nom de sérénade d'hôtel, existe depuis des années. Elle a commencé comme une manifestation passionnée de soutien à l'équipe locale.
mais elle s'est transformée avec le temps en quelque chose de plus proche d'une guerre psychologique dirigée contre l'équipe visiteuse. Des médias locaux rapportent même que des supporters ont chanté la chanson traditionnelle Cielito Lindo à l'aide d'objets bruyants et de seaux, avant que la police ne finisse par repousser la foule. La délégation équatorienne a demandé une intervention policière et a même tenté de déplacer les joueurs dans des chambres plus éloignées du bruit. Mais l'hôtel n'avait aucune autre chambre. Les autorités ne sont arrivées que bien après minuit, et même alors, les chants ont continué pendant plusieurs minutes avant que la foule ne commence enfin à se disperser. Face à cette situation, la Fédération équatorienne de football a publié un communiqué officiel annonçant qu'elle avait déposé une plainte formelle auprès des organisateurs de le mondial. La fédération a dit que ce comportement contredisait frontalement avec les principes de fair play, d'équité et d'unité qu'un mondial est censé représenter, et a appelé les autorités compétentes à surveiller ces situations et à prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger le bien-être de ses joueurs, son staff et ses supporters en déplacement. Malgré toutes les raisons d'être furieux après une nuit pareille, Bekachese a refusé encore et encore d'utiliser cela comme excuse. Il a dit clairement qu'il n'était pas contrarié, qu'il ressentait gratitude et joie, que oui, son équipe était un peu plus fatiguée que d'habitude, mais comment pouvait-il être contrarié d'être à un mondial? Il est même allé plus loin avant le coup d'envoi, affirmant que son équipe s'était préparée à entrer dans l'histoire, qu'il faisait confiance au travail qui les avait menés là, qu'il voulait montrer leur esprit de résistance et qu'il espérait que la conversation du lendemain porterait sur le football proposé par les deux équipes sur le terrain et non sur l'arbitrage ou les conditions hors stade. Il a été clair, son groupe n'était pas intéressé par les plaintes ni les excuses, c'était une équipe prête à jouer partout où elle devait jouer. Il a salué le parcours impeccable de le Mexique de Javier Aguirre en phase de groupe, sans encaisser, et il a admis que ses joueurs allaient devoir affronter un test très difficile, où ils devraient tout donner pour avoir une chance. Il a dit qu'il savait, en arrivant, qu'il serait confronté à une adversité extrême, à la fois dans l'atmosphère assourdissante de l'Estadio Azteca et dans tout ce qui s'était produit pendant les heures précédant le coup d'envoi, mais qu'au final, tout se règle sur le terrain. Le match, prévu à 19h, heure locale à Mexico, a finalement été retardé de près d'une heure en raison d'un orage qui a obligé à activer le protocole de sécurité météo de la FIFA, la même procédure d'urgence utilisée tout au long du tournoi pour protéger joueurs et supporters lorsqu'il existe un risque d'impact de foudre à proximité du stade. Lorsque la rencontre a enfin commencé dans un Estadio Azteca plein, le Mexique a pris le dessus dès le coup d'envoi. À la 22e minute, Julián Quiñones a profité d'une passe parfaitement glissée sur l'aile et a conclu avec qualité pour inscrire le 1-0. 8 minutes plus tard seulement, à la 30e minute, Quiñones s'est mué en passeur en servant Raúl Jiménez, qui a converti son occasion pour porter le score à 2-0, signant son deuxième but en mondial. Ces deux buts ont finalement suffi largement, car le gardien mexicain Raúl Rangel est resté solide jusqu'au bout et n'a plus laissé passer le moindre tir, conservant la cage mexicaine inviolée pendant tout le tournoi jusque-là. Avant ces deux buts, pourtant, le match avait déjà offert de la tension, de ceux qui font se lever tout un stade. À la 15e fra, la jeune sensation, Gilberto Mora, devenu malgré son âge une grande révélation de ce mondial, a déclenché une frappe puissante, de loin qui a frôlé le poteau et fait bondir tout le stade. L'Équateur a répondu, avec un contre rapide conclu par une frappe enroulée également passée de peu à côté. Mora a ensuite été remplacé à la 57e minute sous les ovations, Brian Gutiérrez prenant sa place, tandis que côté équatorien, Bekachese a sorti son vieux capitaine, Ener Valencia, pour lancer Kevin Rodriguez pour apporter des jambes fraîches devant et de trouver un moyen de revenir dans le match. La rencontre est devenue plus physique et plus rapide au milieu de terrain et l'Équateur a essayé. L'équipe a créé quelques situations dangereuses et a poussé fort avec ses changements, mais elle n'a jamais trouvé son rythme. Et comme si la soirée n'était pas déjà assez difficile pour les Sud-Américains, les choses ont encore empiré dans le temps additionnel. À la 95e minute, le défenseur équatorien Piero Hincapié
s'est accroché avec le Mexicain Santiago Jiménez, et dans la tension, Hincapié a couvert sa bouche avec sa main en adressant quelques mots à son adversaire. Jiménez a immédiatement signalé l'incident à l'arbitre, le Slovène Slavko Vincic, qui est allé revoir l'action sur l'écran, au bord du terrain, et a finalement expulsé Hincapié. La raison tient à une nouvelle règle introduite pour ce mondial, surnommée informellement la règle Vinicius et Prestiani, d'après l'incident l'ayant inspiré, et qui impose un carton rouge direct automatique à tout joueur qui couvre sa bouche lorsqu'il se confronte à un adversaire. Le patron de l'arbitrage de la FIFA, le légendaire Pierluigi Collina, avait expliqué avant le tournoi que ce geste pouvait servir à dissimuler des insultes ou des propos discriminatoires aux caméras et aux lecteurs sur les lèvres. C'est pour cela que la règle a été créée, après un incident réel survenu plus tôt cette année lors d'un match de Ligue des Champions impliquant Vinicius Junior du Real Madrid et Gianluca Prestiani de Benfica. Hincapié est devenu seulement le deuxième joueur de tout ce mondial à être expulsé selon cette nouvelle règle, après un rouge similaire adressé plus tôt en phase de groupe au Paraguayan Miguel Almirón. L'Équateur a fini à 10 et n'a pas trouvé le moyen d'éviter l'élimination. Au coup de sifflet final, à 2-0 et un mondial terminé pour l'Équateur, Becachete a de nouveau montré cette attitude posée digne qu'il avait conservée pendant toute la préparation. Selon ses mots, il a reconnu que son équipe avait été largement dominée en première période, qu'il était reconnaissant envers chacun de ses joueurs pour le chemin parcouru ensemble, et qu'il n'avait aucune plainte à formuler. C'était la première fois de tout le tournoi que l'entraîneur argentin reconnaissait ouvertement la supériorité d'un adversaire, après avoir toujours trouvé quelque chose de positif à souligner lors de chaque match précédent, peu importe le résultat. Il a répété le même sentiment peu après, debout devant un groupe de journalistes, affirmant qu'il ne ressentait que de la gratitude envers ses joueurs et envers le pays, qu'il ne gardait aucune rancœur et que son équipe avait essayé de revenir, mais n'avait tout pas trouvé la solution. Perdre de cette manière, sans excuse, sans pointer quelqu'un du doigt, et avec honnêteté en reconnaissant que le Mexique avait tout été meilleur ce soir-là, c'est ce qui a commencé à lui valoir le respect de supporters mexicains sur les réseaux sociaux, alors même que la polémique autour des huées et de la veillée devant l'hôtel restait vive en ligne. Pour beaucoup de Mexicains, le contraste entre la façon dont Becachese a géré une défaite douloureuse avec élégance, malgré toutes les raisons de se plaindre, et le comportement des supporters qui avaient organisé cette scène chaotique dans la nuit devant l'hôtel, est devenu incontournable. Ce contraste explique pourquoi la journaliste Marlene Stahl, la même qui avait défendu l'Équateur en direct à l'antenne, a ensuite continué d'insister sur le fait que l'incident de l'hôtel ne reflétait pas le vrai caractère des supporters mexicains dans leur ensemble. La grande question qui reste suspendue au-dessus de tout cela est simple. Que va-t-il se passer maintenant pour Becasés et pour la sélection équatorienne? Son contrat n'était garanti après la fin de ce parcours en mondial. Et en fait, il a déjà donné à un indice clair de la suite. Après la défaite, Becachese a déclaré nettement que leur contrat s'était achevé avec le mondial, qu'il n'avait pas le sentiment d'avoir accompli l'exploit promis, à savoir faire de cette édition la meilleure mondiale de l'histoire du pays, et que c'était désormais à lui de dire au revoir. Il a ajouté qu'il aurait aimé continuer, car le soutien des joueurs et de la fédération aurait justifié qu'il reste, mais qu'il comprenait comment ces choses fonctionnent, malgré la douleur. Interrogé sur l'héritage qu'il laisse, Becachese a renvoyé tout le mérite à son groupe, en le décrivant comme l'équipe la plus jeune que l'Équateur ait jamais alignée et affirmant que l'héritage leur appartient vraiment. Ainsi, même si rien n'a encore été rendu officiel sur le papier, tout indique qu'il s'agit bien de la fin de l'ère de l'entraîneur argentin à la tête de l'Équateur. Il faut aussi remettre cela en perspective, car ce n'était que la 5e participation de l'Équateur à un mondial. Et côté mexicain, ce succès a eu une portée immense pour le public, car avec ce résultat, le Mexique a enfin mis fin à une disette de 40 ans sans une victoire, en phase à élimination directe d'un mondial disputé à domicile. C'était traité comme une malédiction qui poursuivait ce programme depuis 40 ans.
Ce succès signifie aussi que le Mexique a bouclé toute la phase de groupe sans encaisser et qu'il avance désormais vers les huitièmes de finale pour affronter le vainqueur du match entre l'Angleterre et la République démocratique du Congo. De nouveau dans ce même Estadio Azteca, dans une ambiance qui promet d'être encore plus bruyante et intense que celle vécue par les supporters lors de cette confrontation au petit matin. Ce qui devient clair avec un peu de recul, c'est que ce mondial offre au Mexique non seulement des résultats, mais aussi des moments mémorables qui restent, voir un coach adverse, après avoir traversé une préparation incroyablement difficile, puis perdu de manière nette, choisir de quitter le pays en reconnaissant avec classe que l'équipe mexicaine avait mieux joué. Et cela ressort davantage à une époque où l'on a parfois le sentiment que tout, dans le football, se réduit aux insultes, aux provocations et aux polémiques fabriquées. Cette fois, le sentiment était différent et pour beaucoup des deux côtés, cette différence a compté. Bien sûr, rien de tout cela n'arrive dans le vide. Ce tournoi se déroule sous la pression politique la plus lourde auquel un mondial ait jamais été confronté, surtout à cause de l'alignement étroit du président de la FIFA, Gianni Infantino, avec le président Trump durant la préparation et désormais pendant la phase de groupe. Des analystes ont souligné que Trump s'est de fait imposé comme le visage d'un tournoi qui, sur le papier, est co-organisé par trois nations, reléguant à l'arrière-plan les rôles publics de la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum et du premier ministre canadien Mark Carney. Des éditorialistes sont allés jusqu'à affirmer que la flatterie constante d'Infantino envers le président américain, depuis la remise de ce prix de la paix jusqu'aux éloges publics de son leadership lors de forums économiques à Miami, a donné à la FIFA l'image non d'un organisme sportif neutre, mais d'une extension de la machine de communication d'un gouvernement. Certains commentaires ont même établi des parallèles dérangeants avec la manière dont d'anciens dirigeants autoritaires s'appuyaient sur de grands tournois pour construire leur image, même si les partisans du dispositif actuel soutiennent qu'une coopération entre la FIFA et le gouvernement hôte est une nécessité pour réussir un événement de cette ampleur impliquant 48 équipes nationales. Cette tension entre football et politique s'est aussi infiltrée dans d'autres récits du tournoi. Des parlementaires étrangers de plusieurs partis ont publiquement évoqué l'idée que la FIFA reconsidère entièrement la structure du tournoi, vu les frictions persistantes entre l'administration Trump et le Mexique, comme le Canada sur les questions commerciales et migratoires, même si la FIFA elle-même est restée totalement silencieuse sur ce sujet, préférant concentrer sa communication sur le football. Que les supporters l'acceptent ou non, ce courant politique de fond est désormais impossible à séparer du jeu lui-même, et colore la manière dont des moments comme la controverse de l'hôtel de l'Équateur et la sortie élégante de Beccachecha sont commentés et mémorisés par des publics dépassant largement les passionnés de football. Pour un tournoi présenté comme le plus grand événement sportif fédérateur de la planète, ce mondial a passé autant de temps à faire les gros titres pour sa dimension politique que pour ce qui se passe entre les lignes du terrain, et si la tendance observée ces dernières semaines se maintient, cela risque peu de changer quand les éliminatoires montant en intensité vers les quarts de finale. Pour la suite, le huitième de finale entre le Mexique et l'Angleterre ou la République démocratique du Congo est déjà présenté par la presse locale comme le plus grand match disputé sur le sol mexicain depuis des décennies, avec une demande de billets qui aurait bondi, et des officiels qui se préparent à une affluence record à l'Estadio Azteca. Pendant ce temps, côté Équateur, l'attention se porte désormais sur celui qui pourrait remplacer Beccacheche, les spéculations circulant déjà parmi les analystes du football sud-américain au sujet de candidats, même si la fédération n'a donné aucun calendrier pour une annonce. Ce qui est certain, c'est que ce tournoi, quelques semaines après son lancement, a déjà produit un de ses contrastes moraux les plus commentés. Un entraîneur battu choisissant la grâce plutôt que le ressentiment, sur fond de comportement de supporters et de politique de la FIFA qui, selon beaucoup, incarne ce qui complique le football moderne. À mesure que les phases à élimination directe se poursuivent, attendez-vous à voir ces deux histoires, l'histoire humaine sur le terrain et l'histoire politique autour du tournoi, avancer ensemble
jusqu'à la finale de juillet.